Je vous souhaite à vous toutes et à vous tous la bienvenue en vous souhaitant une bonne séance à nos côtés, en vous indiquant que c'est Monsieur Bonin qui sera le secrétaire de séance, en vous informant quand Jean-François Larose a donné procuration à Vincent Bénard, Monique de Marco a donné procuration à Monsieur Bimboire, que Madame Kellier a donné procuration à Madame Ramy, que Madame Grélard-Nedelec a donné délégation à Olivier Peyrelongue et que Madame Elbig a donné procuration à Monsieur Giron jusqu'à son arrivée. En n'oubliant pas de souhaiter un joyeux anniversaire à Jacqueline et à Josie qui fêtent leur anniversaire ce soir. Et Madame Hiriart me donne à l'instant même par oreillette sa procuration. Je voudrais vous indiquer, mes chers collègues, que vous avez toutes et tous reçu un arrêté portant délégation de fonctions. En fait, il n'y a absolument aucun changement dans l'intitulé de ces fonctions. En fait, c'est pour donner notamment à Madame Salé, à Madame Castagnera et à Monsieur Bénard délégation pour un certain nombre de documents permettant une forme de simplification administrative pour les élus, pour moi-même et pour les services également. Vous donnez deux éléments de contexte avant d'aborder notre conseil municipal. D'abord, remercier les élus et 43 jeunes qui ont été à nos côtés pour le voyage à Cracovie et à Auschwitz-Birkenau. 2 jours intenses, difficile, mais un vrai motif d'espoir quand on voit justement ces 43 jeunes qui vont être aujourd'hui des porteurs de mémoire. Le processus n'est pas terminé, il s'achèvera au mois de septembre, notamment avec un repas sur les parents et surtout le legs patrimonial et testimonial de manière à savoir ce qu'ils ont pensé et de manière à ce qu'ils puissent voir les jeunes. Mais en tout cas, c'était un point très important. Remercions évidemment les services qui ont mis près de 18 mois à organiser ce voyage. Et je voulais les remercier ici en votre nom. Enfin, c'est beaucoup plus récent et beaucoup plus léger, le succès de la manifestation ce week-end auquel vous aviez été toutes et tous, quelles que soient vos étiquettes politiques, conviés sur l'avenir de la piste sécante, dont vous le savez, le ministre des Transports est aujourd'hui le seul décisionnaire. Près de 1500 personnes, selon le syndicat et la police, se sont réunies samedi à l'appel du collectif Stop à la piste sécante pour redire l'opposition résolue des maires de Martignas, de Pessac et de Talence et de leur conseil municipal respectif, pas à l'unanimité, mais en tout cas en majorité, ainsi que d'autres habitants de Mérignac, de Saint-Jean-d'Illac ou de Cestas, pour que notre voix puisse être entendue, en remerciant les élus qui nous ont représentés et ceux qui se sont mobilisés. Maintenant, la balle est dans le camp du ministre des Transports. Monsieur le secrétaire. On commence peut-être par la motion. Tout à fait. Donc, motion. Je voulais évidemment, avant de vous en faire lecture, la version définitive suite aux différents échanges vous est distribuée sur table. C'est un dossier évidemment qui est attendu et qui va compléter le schéma des mobilités sur l'agglomération et en Talence en particulier. Pour les plus anciens d'entre vous, souvenons-nous que nous avions voté la réalisation définitive au mois de janvier 2020, juste au début de cette mandature, après une pré-enquête qui avait vu notamment le schéma du tram et le bus express être départagés. Ce nouveau mode de transport en commun très structurant, très majoritairement en site propre d'ailleurs, qui va notamment pour la première fois de connecter les lignes A et B sans avoir passé par Bordeaux-Centre. Vous savez, on connaît tous le sujet, son contenu, comme son ambition, comme enjeu. Nous avons eu beaucoup de réunions d'information sur le sujet. Nous nous sommes fait l'écho auprès des habitants, auprès des élus, puisqu'une présentation a été faite au groupe de travail déplacement lors d'une séance de travail avec Bordeaux Métropole.
Vous précisez ainsi qu'à celles et ceux qui nous regardent ou qui nous regarderont que l'enquête publique sur laquelle chacune et chacun peut venir s'exprimer sur registre en mairie ou sur Internet va se dérouler du 7 avril au 12 mai. Et évidemment que nous appellerons sous différentes formes, notamment les habitants de Talence, mais aussi les partenaires impliqués à pouvoir soutenir, dans le cadre de cette enquête publique, cette ligne. Dans ce cadre-là, et comme il est d'usage, le conseil municipal peut s'exprimer. C'est la raison pour laquelle je vais vous exposer la motion que je vais lire en vous présentant toutes mes excuses. Elle est un peu longue, mais ce n'est pas un projet très simple. Par la création d'une ligne de bus express reliant le CHU de Pellegrin, la halte ferroviaire de la Médokine, le campus universitaire, les quartiers de Rabat, Thouars et Malartic, Bordeaux Métropole souhaite renforcer le maillage territorial du réseau structurant de transport, améliorer la desserte du campus et du secteur sud-ouest de l'agglomération. En plus de répondre à un besoin croissant de mobilité dans le secteur, cette nouvelle offre de lignes structurantes, performantes et confortables sera également l'occasion de poursuivre le développement des modes actifs afin de réduire les nuisances de l'automobile et renforcer l'accessibilité à tous. Par délibération numéro 2018-794 du 21 décembre 2018, le Conseil métropolitain a décidé d'ouvrir une concertation relative à ce projet, d'en fixer les modalités et d'arrêter les objectifs. Et enfin, par délibération 2024-248 du 7 juin 2024, le Conseil métropolitain a validé le dossier d'enquête publique emportant mise en compatibilité du PLU et le lancement des modalités de cette enquête publique. Concernant le rappel des objectifs urbains du projet, ce projet de création d'une ligne de bus express sera un maillon stratégique de la chaîne de transport de tout le territoire talençais. L'ensemble de ce projet représente un triple avantage. Il permet de lutter contre la pollution, propose une alternative supplémentaire au tout automobile et améliore le transport pour les Talençais. À l'heure où le tout-voiture démontre ses limites, tant pour l'environnement que pour l'aménagement urbain, le BEX, Bus Express, Pellegrin, Thouars, Malartic, permettra de libérer le trafic routier tout en venant renforcer la complémentarité avec d'autres formes de mobilité comme le vélo, le RER métropolitain, le tramway et le développement du covoiturage. Cette ligne offrira également une nouvelle liaison circulaire permettant de connecter les lignes de tramway A et B sans avoir à passer par le centre-ville de Bordeaux et que contribuons donc ainsi à le désengorger. Cette ligne de BEX permettra de répondre à des enjeux de mobilité fondamentaux pour le territoire talençais en renforçant le lien avec le CHU de Pellegrin, les campus universitaires et les quartiers de Thouars et Barthès-Malartic, en interconnectant les grands réseaux structurants de transport en commun urbains pour favoriser l'intermodalité tout en améliorant le maillage du territoire, en renforçant la complémentarité entre les réseaux de transport urbain ferroviaire via la desserte de la halte de Talence-Médokine, en permettant un rabattement des voitures et en encourageant un report modal par la création d'un parc relais à proximité des grands axes routiers, en confortant le développement des itinéraires mode doux le long de ce projet. Le tracé du BEX Pellegrin Thouars Malartic se situe sur les communes de Bordeaux, Gradignan, Talence et Villeneuve-d'Ornon. Il comprend 23 stations sur un itinéraire d'environ 11,5 km. L'itinéraire emprunté est composé d'un tronc commun et de deux branches se séparant vers le sud au niveau de la station Piscine de Thouars. Sa fréquentation prévisionnelle est destinée à 24 000 voyageurs par jour. Le projet comprend plusieurs types d'aménagements. Sur le tronc commun de la barrière Saint-Augustin jusqu'au nord, jusqu'à l'intersection de l'avenue de Thouars et de la rue Arthur Rimbaud au sud, des sites propres bus sont mis en place afin d'améliorer significativement l'efficacité des lignes de bus en les affranchissant des aléas de la circulation. Cet aménagement sera accompagné de mesures de franchissement prioritaires au carrefour. Sur les branches de Thouars et Malartic, le bus circulera principalement en mixité avec les voitures, à l'exception d'aménagements bus ponctuels sur les secteurs connaissant des difficultés de circulation. Aux côtés des élus de Talence et de Bordeaux Métropole, associations, citoyens, usagers, syndicats se sont mobilisés pendant de nombreuses années pour la réouverture de la gare de la Médokine et l'intégration du RER métropolitain avec le futur bus express. S'inscrivant dans une logique de complémentarité et de coopération, la ville de Talence a pleinement accompagné et soutenu cette dynamique et réaffirme son engagement en faveur de la mise en œuvre de ce projet structurant pour le territoire. L'interconnexion avec le RER métropolitain, le tramway et la complémentarité des différents modes de transport en commun offerts par cette ligne de bus express va proposer aux habitants et aux usagers du territoire talençais une vraie
alternative, qualitative à l'utilisation de la voiture, tant en termes de fréquence, 5 minutes en heure de pointe et 7,5 minutes en heure creuse, que de diminution du temps de parcours, par exemple 18 minutes seulement entre Saint-Augustin et Thouars. Ce projet permettra ainsi d'améliorer la desserte du campus et de renforcer le lien entre le quartier de Thouars et les pôles hospitaliers et universitaires. Par ailleurs, la requalification des espaces publics concomitante au passage de la ligne du BEX va permettre également de renforcer la place des modes doux, de la rendre plus qualitative et sécure. Enfin, cette requalification des voies permettra de repenser leur aménagement en adaptant ces espaces aux effets du changement climatique, choix de matériaux de couleur claire, pérennes, végétalisation conséquente, désimperméabilisation et gestion des eaux pluviales par des fosses de Stockholm ou des jardins de pluie. La création d'un parc relais directement accessible depuis l'échangeur 17 permettra le rabattement des voitures avant qu'elles ne rentrent dans la ville. Enfin, les modalités de circulation des futurs équipements de bus offriront, elles aussi, une qualité d'usage intéressante. Bus 100% électriques, silencieux et sans ligne aérienne, matériel neuf, stations équipées avec un mobilier adapté, y compris aux personnes à mobilité réduite et végétalisées, et aménagement cyclable, sécurisé et facilitation des déplacements à pied. Au regard des bénéfices apportés par cette future ligne de bus express pour le territoire, nous, élus du conseil municipal de Talence, exprimons aujourd'hui un soutien plein et entier à ce projet structurant pour Talence et l'ensemble de notre agglomération. Avant de laisser la place à celles et ceux qui souhaitent s'exprimer, vous rappelez qu'à l'heure où on se parle, la mise en service de ce bus express est prévue à la fin de l'année 2027, que ce chantier, même si les chantiers du bus express sont moins invasifs que le chantier du tramway, sera quand même conséquent pour notre territoire. C'est la raison pour laquelle également nous avons demandé à la métropole un regard très vigilant, d'abord pour la concomitance de la construction de 3 lignes en simultané, puisque c'est 3 lignes de BEX qui vont et notamment y compris qui vont emprunter un même carrefour, notamment celui qui est en face du Creps, et évidemment de ne pas avoir à refaire 3 fois les mêmes trous, et notamment de faire correspondre les travaux du futur réseau de chaleur urbain qui va emprunter pour partie une partie de ce itinéraire, de manière à ce que lorsque l'on va être très traumatisant sur la circulation d'axes très empruntés, on puisse limiter et pénaliser au moins les habitants. La réussite de la ligne G, qui vient d'ouvrir il y a quelques mois entre Saint-Aubin et La Mecca, atteste que ce nouveau mode, qui n'existait pas jusqu'à présent sur la métropole, il existe dans bien d'autres agglomérations, est un vrai intermédiaire entre le tram, avec ses avantages et ses inconvénients, et les bus plus classiques, y compris les lianes, et donc va permettre vraiment de redessiner complètement les mobilités à Talence et bien au-delà, d'où la raison de cette motion de soutien plein entier que je vous propose maintenant de débattre. Madame Ramy. Bonjour à tous et à toutes. Alors nous allons voter bien évidemment cette motion, puisque le projet de bus express suit une procédure qui est bien cadrée à la métropole. Vous avez déjà eu l'occasion de vous exprimer à ce sujet, et la ville de Talence, elle pourra bien évidemment laisser une contribution écrite lors de l'enquête publique à venir. Alors c'est vrai qu'on s'est posé beaucoup de questions sur l'utilité et les objectifs de cette motion. Alors j'aurais pu y voir de l'opportunisme, c'est-à-dire utiliser le conseil municipal pour faire une tribune politicienne en vue des élections municipales. Mais c'est pas ça, c'est sûrement pas ça. Vous n'auriez pas fait cette erreur stratégique. Ensuite, on a hésité et on s'est dit c'est peut-être un mea culpa. Parce qu'à la métropole, avec le groupe Métropole Commune, vous demandez beaucoup de choses. Vous demandez un BEX, vous demandez des voies cyclables, vous demandez un métro, un désencombrement des trottoirs, de la végétalisation, un RI planétarium, et en même temps, vous dites que le budget de la métropole, il est austère. Alors, ce que je vous invite, c'est de voter le prochain budget de la métropole, et comme ça se passe ce vendredi, on aura l'occasion d'avoir une réponse. Troisième point, je me suis dit, c'est peut-être une révélation, en fait. Parce que ce projet, il est porté par un vice-président écologiste à la métropole, Clément Rossignol-Puech, le maire de Bègles. Et on peut le remercier quand même collectivement pour le projet qui est porté. Donc je me dis quand même que si vous arrivez à travailler avec
écologiste, maire écologiste. Alors imaginons collectivement ce que pourrait être une mairie de Talence écologiste. Voilà, mais donc je conclus en disant on votera pour alors. Merci. Si vous n'aviez pas dit au début de votre propos qu'on risquait de faire de l'opportunisme politique, ma chère collègue, vous m'avez dit que je n'en faisais pas. Effectivement, je n'en fais pas. Alors, bon, je pense que ce débat vaut mieux. Je vais le partager avec vous comme cela. Je crois que les habitants de Thouars, notamment, et de Rabat, aujourd'hui mis de côté par les mobilités, ne méritent pas des combats politiciens et méritent un vrai désenclavement du quartier. À la différence de certains dogmatismes dont vous avez souvent l'exclusive, je crois que quand les décisions sont bonnes, il faut les saluer et les accompagner, et que quand les décisions ne nous agréent pas, il est, et pardonnez aux maires d'être démocratiquement élus, et je suis très attentif au respect du suffrage universel, me concernant, eh bien, il appartient aux maires de pouvoir éventuellement s'exprimer, mais ce ne sont pas que les maires qui s'expriment, ce sont les conseillers métropolitains. Donc je vous confirme que le groupe Métropole Commune demande beaucoup, mais si on vous entend, vous faites tellement qu'on devrait être comblé. Et par ailleurs, la toute petite chose qui manque dans votre démonstration implacable, c'est que si on peut remercier le vice-président écologiste, alors d'abord, c'est sa délégation, donc, et puis il n'y a pas que Talence, hein, il y a aussi Bordeaux, Gradignan et Villenave-d'Ornon. C'est un projet qui a été initié, vous le savez, en 2018, à l'époque où ce vice-président n'était pas en fonction. Donc nul doute que, pour ce qui vous concerne, vous saluerez Métropole Commune d'avoir effectivement impulsé ce projet qui aujourd'hui a à maturité. Quant aux éléments du budget, nul doute que vous allez voter le budget primitif tout à l'heure, donc je serai attentif à votre vote, ma chère collègue. Y a-t-il d'autres demandes de parole? Oui, monsieur Bamboire. Juste une remarque, le maire de Gradignan sera ravi de la motion de Talence. Très bien. Vous avez peut-être des informations que je n'ai pas. Oui, je suis ravi. Le maire de Gradignan soutient ce BEX, oui, je vous confirme. Il soutient surtout le fait d'avoir un tramway jusqu'à chez lui. Mais ce BEX ne vient pas suppléer le tramway, mon cher collègue. Voilà. Et puis, le tramway, mon cher collègue, vous qui êtes représentant, si je ne dis pas de bêtises, des communistes, ce tramway, il a été voté par une assemblée délibérante. Il a été voté légalement. Voilà. Donc, il est tout à fait légitime. Moi, je crois beaucoup au respect du scrutin. Beaucoup. Y a-t-il d'autres demandes de prise de parole? Non? Ah, monsieur Joliot, pardon, je ne t'avais pas vu, Xavier. Bonsoir. Bonsoir, monsieur le maire, chers collègues. Bon, moi, je trouve que cette motion est superfétatoire, c'est-à-dire qu'elle vient simplement rappeler, résumer les choses en cours. Donc, je ne vois pas très bien son utilité, si ce n'est effectivement peut-être un positionnement politique. Mais d'une manière ou d'une autre, de toute façon, la ligne va se faire. L'enquête publique permettra d'ajuster les derniers détails. Je crois que le projet étant en cours, ce serait un peu comme voler au secours de la victoire, de faire des motions qui viennent expliquer ce qu'il faut faire alors que c'est déjà fait. Pour ma part, je ferai NPPV sur cette motion. Merci. Je vais quand même essayer de te convaincre, de vous convaincre, puisqu'on se voit. Dans les enquêtes publiques, comme dans les concertations, les gens en général savent vraiment se mobiliser contre tel ou tel projet. Je pars sur le contrôle de mes collègues élus. Ce BEX avait fait l'objet, avant 2020, puisque tout n'a pas été créé en 2020, d'un vrai soutien populaire. J'ai un souvenir, je regarde Salem parce qu'il y avait beaucoup d'habitants de Thouars et de Rabat, qui étaient venus en nombre à la salle Mauriac nous dire à quel point c'était ça. Et le risque que l'on prend, si on ne fait pas un vote de motion, c'est aussi la raison pour laquelle on va inviter nos partenaires universitaires, le CHU et d'autres partenaires situés, de rappeler, et les entreprises aussi, de rappeler que ce projet est bon. On prend le risque que l'enquête publique ne fasse état que des gens qui soient contre. Donc c'est, je crois, pas du tout superfétatoire. Une enquête publique, Madame Ramy l'a rappelé tout à l'heure, c'est encadré.
Chacun a le droit de donner sa version pour et contre. Je crois tout au contraire que ce n'est pas superfétatoire. C'est de rappeler qu'à l'unanimité, si unanimité il y a, les élus, de façon transpartisane, soutiennent ce projet. Et je crois aussi au fait que les élus représentant leur population, eh bien, c'est important de rappeler que c'est le souhait des populations qui s'expriment à travers ça. Donc ce n'est pas du tout de la récupération ou je ne sais quoi, c'est un point important. Et je crois qu'on reproche suffisamment aux gens, des fois, de ne pas s'investir pour là leur dire, et c'est aussi l'occasion de cette motion, elle est regardée, nous sommes retranscrits, de pouvoir rappeler que les gens ont la possibilité d'accompagner ce projet positivement et pour une fois se mobiliser pour et pas contre. Monsieur le sénateur. Juste un mot parce que je suis taquin. M'appuyant sur ce qu'a dit Mme Ramy, je rappellerai juste que le plus grand projet écologique de transport ici a été le tramway, qu'il a été conduit par Alain Juppé et votre serviteur, puisque j'étais responsable de mission de tramway, et que tous les autres groupes s'y sont associés. Voilà, donc... Si, monsieur, j'ai connu le métro, le tramway, et le tramway a été porté par nous-mêmes et accepté par les autres. Donc, de le rappeler, monsieur le sénateur, que la vie n'a pas commencé l'émerveillement à compter de août 2020. Y a-t-il d'autres demandes de prise de parole? Je n'en vois pas. Donc, pour à l'unanimité, sauf... Est-ce que je t'ai convaincu? Est-ce que je vous ai convaincu, monsieur Joliot? Ah bon, alors je ne vous ai pas convaincu. Donc, à l'unanimité quand même des votes. Merci beaucoup, mes chers collègues. Délibération numéro 1, rapporteur, monsieur le maire, approbation du procès-verbal de la séance publique du 17 février 2025. Est-ce que ce procès-verbal appelle des modifications ou des commentaires? Est-il adopté à l'unanimité? Je vous remercie. Délibération numéro 2, décision municipale, information du Conseil. Y a-t-il des questions sur ces décisions? Monsieur Bimbois. Monsieur le maire, sur la 2, concernant la 6, pardon, c'était simplement pour savoir quand c'est que la commission s'était réunie. Christian n'étant pas là pour des questions personnelles et familiales, il devait poser la question. Si on peut avoir la réponse, merci. Pour l'instant, sur la 6, elle ne s'est pas réunie encore. Elle ne se réunira que pour la sélection de l'offre économiquement la plus avantageuse. Donc, elle ne s'est pas réunie au stade de la sélection des candidatures. Mais ne vous inquiétez pas, le planétarium verra bien le jour. Alors, d'autres demandes? Pas de questions? Je n'en vois pas. Je vous remercie. Délibération numéro 3, convention de reversement avec le Centre communal d'action sociale dans le cadre de la mutualisation du numérique et des systèmes d'information. Oui, alors vous savez que Bordeaux Métropole gère désormais depuis 7 ans maintenant, 6 ans, l'informatique. Il est donc nécessaire, nous l'avons voté pour la ville, de le faire également par réciprocité pour le CCAS avec une convention de reversion de 70 000 € pour l'équivalent représenté par les moyens informatiques mis à disposition du CCAS. Y a-t-il des questions? Je n'en vois pas. Pour à l'unanimité, je vous remercie. Délibération numéro 4, constitution d'un groupement de commandes permettant pour la passation des accords cadres de fourniture de titres restaurants et services associés. Signature de la convention constitutive. Oui, je voudrais... on avait eu l'occasion d'en discuter à la lumière d'ailleurs d'une question posée par notre collègue David Bimbois et associé évidemment Laetitia Pitot à cette délibération. Dans le cadre de l'amélioration du soutien au pouvoir d'achat des agents de la ville, comme du CCAS, eh bien, nous avons mené depuis quelques mois maintenant, avec les partenaires sociaux et les agents, le fait de pouvoir mettre à disposition donc des titres restaurants. Cette délibération, et je vous informe qu'une autre viendra au mois de mai pour la continuité, permet justement de pouvoir effectivement créer l'ensemble des procédures et signer les accords cadres concernés. Vous indiquez donc que dans le cadre de ce qui a été envoyé, donc seront concernés l'ensemble des agents conformément aux dispositions évidemment de la loi. Vous dire que ces titres restaurants seront proposés sous format dématérialisé avec un montant facial de 5 € par titre avec une prise en charge de l'employeur de 50%.
et que nous en reparlerons au mois de mai. Et donc, toutes ces modalités seront précisées dans un règlement d'attribution qui donc sera mis à disposition des agents. Le marché donc sera lancé mi-avril. Le 19 mai, donc l'attribution et le règlement d'attribution, puisque vous savez que les titres restaurants sont proposés par différents prestataires, avec, conformément aux engagements que nous avions pris devant les agents, la mise en œuvre de ces titres à compter de la rentrée 2025. Et donc, c'est un vrai plus pour l'ensemble des gens de la ville et du CCAS. Je voudrais vous le rappeler, l'occasion ici de remercier aussi les partenaires sociaux et l'ensemble du service des ressources humaines et de la direction générale qui, depuis des semaines maintenant, sont à l'œuvre pour proposer cette proposition, en sachant qu'elle ne remplacera pas ce que l'on doit mettre en œuvre, évidemment, même si la loi le permet, les conditions de travail des agents, notamment de restauration, sur lequel, dans le cadre de la requalification, notamment de certains de nos espaces, nous essayons de libérer le maximum possible, notamment pour le temps de la pause méridienne. Y a-t-il des questions? Monsieur Bamboire. Bien, juste une remarque, c'est effectivement un plus pour le pouvoir d'achat, c'est une évidence. J'avais une question, les partenaires sociaux ont validé le montant de 5 € ou pas, ou il y a eu un débat? Voilà. Alors en fait, il y a débat, forcément, y compris sur la participation. C'est l'objet d'un groupe de travail qui est avec plusieurs partenaires sociaux. C'est ce qui avait été mis sur la table il y a quelques mois, de ça maintenant, et donc ça retranscrit évidemment, donc ça sera mis en œuvre à la partie de septembre 2025. On va regarder, comme toutes les mesures qu'on a mises en œuvre, on parlait tout à l'heure avec le directeur général, notamment de la prévoyance, par exemple, il faudra regarder comment ça fonctionne. Il y a des choses qui ont été aussi accordées suite aux demandes de partenaires sociaux. Je vais vous citer un exemple très récent. On avait imaginé au départ le rendre possible pour les agents qui avaient plus de 6 mois d'ancienneté. À la demande des partenaires sociaux, nous avons réduit ce délai à 3 mois, par exemple. Donc il y a des choses, évidemment, faites confiance aux partenaires sociaux pour continuer à représenter les agents. En tout cas, ça sera un vrai plus et quelque chose qui, quand même, il faut le dire, je regarde mon prédécesseur, qui avait été de longue date demandé, et donc quelque chose qui apparaît, mais je le rappelle, il y a eu tout un travail. Derrière tout ça, il y a beaucoup de travail du marché public, etc. Donc c'est pour ça que ça met aussi beaucoup de temps. D'autres questions? Vos votes, s'il vous plaît. Pour? Merci beaucoup. Délibération numéro 5. Procédure d'évaluation du plan local d'urbanisme 3.1. Avis de la commune de Talence sur l'opportunité de réviser le PLU 3.1. Rapporteur, Madame Fabre-Tabourin, adjointe à l'habitat et à l'urbanisme. Merci. Monsieur le maire, mes chers collègues, vous en rappelez peut-être, la dernière fois qu'on a délibéré sur le PLU, c'était au mois d'octobre, quand on a évalué l'application de la dernière mouture du PLU. Aujourd'hui, il nous est demandé de nous prononcer sur l'intérêt pour nous de s'engager avec la métropole, cela va sans dire, dans une nouvelle révision. C'était aussi l'occasion, c'est un travail qui va être très long, bien sûr, mais c'était aussi l'occasion de peut-être balayer les raisons qui nous amènent aujourd'hui à vous demander d'approuver le fait que Talence s'engage auprès de la métropole dans cette nouvelle révision. L'application de ces différentes modifications du PLU, on l'a vu, on l'a souligné, on l'a débattu notamment en commission d'urbanisme. Il y a des effets extrêmement favorables. Il y a des effets un peu plus compliqués. Je pense notamment à l'abaissement des seuils pour produire des logements sociaux. Pourquoi? Parce qu'on s'est rendu compte que ce qui nous permettait pendant longtemps de négocier, quand le seuil n'était pas opposable, de négocier quelques logements aujourd'hui n'est plus une possibilité pour nous. Donc je pense qu'il y a un débat qu'il faut qu'on tienne de façon ouverte, peut-être de façon avec des zonages plus fins et sur des typologies d'opérations. Je pense que c'était une bonne démarche, une démarche vertueuse d'abaisser le seuil de surface de plancher pour déclencher la production de logements sociaux. Mais ce que l'on constate, c'est qu'on a un effet qui n'est pas forcément celui escompté. Je crois qu'il faut vraiment que dans cette prochaine révision, on ait un travail ouvert,
constructif, puisque l'objectif Talence est assez tranquille. On a reçu les chiffres de l'offre de logements sociaux sur notre commune. On est à 27,65% de logements sociaux, donc tout va bien. Ce n'est pas un sujet sur lequel on peut être critiqué, mais c'est un sujet sur lequel on est extrêmement attentif parce que, vous le savez, aujourd'hui, de plus en plus, on assiste à la division de logements et donc une production mécanique de logements qui parfois peut nous échapper. Et donc, comme on a plus de logements, notre pourcentage d'offres de logements sociaux s'en trouve mécaniquement réduite. Et je crois que là, il y a vraiment un sujet sur lequel, en tout cas, je trouve important que cette nouvelle révision du PLU travaille. Ensuite, il y a évidemment des débats, et on les avait déjà abordés, notamment quand on a travaillé sur notre pacte local sur l'urbanisme et les mobilités, sur Plume, sur l'évolution du secteur pavillonnaire. On est très régulièrement confronté à des demandes d'aménagement dans ces secteurs. Pourquoi? Parce qu'on a des enfants qui partent beaucoup plus tard, des familles qui veulent récupérer un parent. Qu'est-ce qu'on ouvre comme constructibilité? Donc ça, je crois que c'est un sujet qui peut aussi être important. On a évidemment l'ensemble des aménagements sur le campus, sur lequel on était déjà extrêmement vigilant lors de la dernière modification. Monsieur le maire avait d'ailleurs écrit à ce sujet, puisqu'on continue à porter une demande forte de servitude de diversité sociale. Je rappelle que Talence compte aujourd'hui 25% de logements étudiants. Talence étant la ville la plus jeune de France, on s'en félicite, mais il y a un moment où les grands projets d'aménagement devront répondre à la servitude de diversité sociale et à la servitude de taille de logement. Donc ça, c'est un sujet qu'on souhaite aussi voir inscrit dans ce prochain travail. Et enfin, un sujet qui me tient à cœur, et je crois que ma collègue Sophie sera d'accord avec moi. Vous vous souvenez qu'on a travaillé sur des pactes plumes et plumage de zoo, qui aujourd'hui sont des recommandations qu'évidemment l'ensemble des instructeurs du service présentent aux personnes qui viennent se renseigner pour demander des autorisations d'urbanisme. Et évidemment, on aimerait rendre ces documents opposables à terme parce qu'on considère que le travail qui a été réalisé, qui est sans doute, comme tout travail perfectible, mériterait de pouvoir être inscrit dans le règlement d'urbanisme à venir. Et enfin, dernier élément, alors c'est vrai que quand on nous pose ce genre de questions, c'est toujours des moments où on commence à réfléchir, c'est des chantiers importants, fondamentaux pour la ville. Il y a la question des marchands de sommeil. On a encore constaté très récemment la création d'une quinzaine de chambres sans aucune demande d'autorisation, etc., parce qu'on peut être amené à croiser des fichiers. C'est un sujet qui existe à Talence, c'est un sujet que la crise du logement rend de plus en plus aigu. Et aujourd'hui, on n'est pas très bien équipé pour ce faire. Alors, il y a sans doute des tas d'autres raisons de s'engager dans une nouvelle révision du PLU. Je rappelle qu'une révision du PLU, ça prend plusieurs années. Il y a des sujets pour lesquels on sera d'accord, d'autres pour lesquels je suis certaine qu'on sera sans doute moins d'accord, mais c'est la raison pour laquelle je vous propose de vous prononcer en faveur d'une volonté de la ville de Talence pour s'engager aux côtés de la métropole dans la révision de notre PLU. Merci, voilà. ma chère collègue, Madame la Première adjointe. Y a-t-il des demandes de prise de parole? Madame Ramy. Nous allons voter pour, mais Monique de Barco va s'abstenir pour la raison qu'elle n'a pas pu bien suivre la commission d'urbanisme. Très bien. D'autres demandes de prise de parole? Je n'en vois pas. Je voudrais vraiment aller dans le sens des propos de ma première adjointe sur cet excellent chiffre, jamais atteint à Talence, de plus de 27,5, 27,6, si je ne dis pas le taux SRU. Preuve que ce n'est pas l'étiquette politique qui fait la politique sociale. Et deuxième chose, que ce n'est pas en contraignant qu'on arrive à améliorer les chiffres, mais bien en négociant opération par opération. Donc, on voulait le partager avec vous, cet grand élément. Et donc, j'ai entendu donc pour, sauf une abstention de Madame de Marco. Pas d'autre choix. Je vous remercie. Les délibérations 6 à 10 seront présentées par Monsieur Gestin, adjoint délégué aux finances. Avant de laisser la parole à mon collègue François Gestin, vous dire que
Vous avez reçu donc ce dossier 12 jours avant, conformément aux collectivités qui ont adhéré à la comptabilité M57, et que vous allez devoir signer les feuillets, je crois, le feuillet, quels que soient vos votes, avant de quitter cette salle, et qu'il n'est pas possible de signer pour un élu pour lequel on a reçu procuration. Donc on vous demande bien de signer pour vous et pour vous seul, encore une fois, quels que soient vos votes. Mon cher collègue. Avant de vous présenter ce document, je voudrais à nouveau remercier l'ensemble des services de la ville. Vous savez qu'on a vécu des semaines et des mois un peu complexes dans l'élaboration d'abord du rapport d'orientation budgétaire et maintenant du budget. Et donc un remerciement particulier à l'ensemble des services de la ville et évidemment le service des finances qui continue à m'accompagner dans cette élaboration. Si je devais qualifier ce budget, je dirais qu'on continue à le gérer en bon gestionnaire de famille. Vous demanderez à Denis si l'âge est bon. Et donc, nous allons pouvoir vous présenter tout ça. Que retenir des orientations de ce budget 2025, un peu dans la continuité de ce qu'on en a pu dire. D'abord, une gestion financière qui est rigoureuse et qui nous permet de garder des marges de manœuvre. Et nous sommes partis, comme je l'avais présenté lors du ROP, sur un certain nombre d'hypothèses, qui est la non-augmentation des taux d'imposition pour la 10e année consécutive, avec même, on ne le rappelle pas par humilité, mais même une baisse sur une année. Le maintien du soutien financier au secteur associatif et au CCAS, la maîtrise au maximum de l'évolution des dépenses de fonctionnement pour préserver nos niveaux d'épargne, et un programme d'investissement ambitieux, vous en êtes habitués, je ne reviens pas dessus. Ce maintien, l'autofinancement, tout en préservant le pouvoir d'achat des ménages et le niveau de service rendu, constitue un des éléments indispensables pour qu'on puisse poursuivre notre programme d'investissement sans s'endetter trop lourdement. L'effort supplémentaire engagé l'année dernière en faveur de la transition écologique et de la sobriété énergétique est maintenu avec l'éducation, qui continue également à être priorisé avec d'autres secteurs comme l'environnement, le cadre de vie et le vivre ensemble. Quelques éléments de grande politique publique. Vous avez un tableau, un camembert, qui nous résume les domaines les plus importants. Vous verrez qu'évidemment l'éducation reste notre dépense prioritaire, avec l'environnement et un certain nombre d'autres éléments. Vous avez quelques images d'illustration. Quelques projets réalisés au cours de l'année, avec notamment les cours d'école qui continuent pour près de 500 000 €, des crédits destinés à la réalisation des travaux en faveur de la sobriété énergétique des bâtiments, l'arrivée de la chaufferie biomasse dont nous avons déjà eu l'occasion de parler et un certain nombre de secteurs qui continuent à être dans nos priorités. Les grands projets du programme d'investissement, je les passe rapidement, Camus, l'aménagement des places publiques, le Château des Arts, le Grand Pexoto Margaux, la halte de Talence Médoquine, le planétarium, une salle de diffusion et la construction d'une cuisine centrale. Alors, venons-en aux chiffres de ce budget, avec pour la section de fonctionnement, la décision de ne pas augmenter ces taux pour la 10e année, le soutien au secteur associatif et CCAS, et des dynamiques de recettes et de dépenses qui ralentissent en effet nettement, mais qui restent globalement équilibrées, donc qui préservent des soldes d'épargne à peu près dans les mêmes proportions. Une baisse des dépenses d'à peu près 1,6%, une progression des dépenses d'1,6%. Je commenterai quelques chiffres dans la diapositive suivante, donc je ne les développe pas ici. Vous avez des charges de personnel dont la progression reste importante à 5%. Évidemment, vous le savez, la loi de finances a eu un impact très important là-dessus, puisque les charges de CNRACL ont augmenté de 3 points. Une participation de l'employeur à la prévoyance et au ticket restaurant et une application des RIFSEP sur la catégorie des agents contractuels. On pourra avoir l'occasion d'y revenir. Quasi-stabilité des charges à caractère général
qui sont quasiment équivalentes à celles de l'année dernière. Le soutien au CCS, nous avons eu l'occasion d'en parler au Conseil de janvier ou de février. Une attribution de compensation versée à ABM en hausse légère de à peu près 1% et des frais financiers en diminution sur l'année 2025 en lien avec notamment la baisse des taux d'intérêt qui ont eu lieu. Du côté des recettes de fonctionnement, les produits de fiscalité composent une très large part de ces recettes. L'évolution de ces derniers ont été étroitement corrélée au coefficient de revalorisation des valeurs locatives qui est pour 2025 de 1,7%, très en deçà des années précédentes, ce qui explique aussi la baisse des recettes. Cette dynamique des recettes de fonctionnement se réduit donc fortement. Et de la même manière, pour vous commenter quelques chiffres, une croissance prévisionnelle du produit des impôts et taxes en forte réduction, passant de 4% en 2024 à 0,8% en 2025, le reste étant la dynamique. Des droits de mutation à titre onéreux qui ont baissé et qui ont été réajustés par rapport au budget 2024 et la dotation de solidarité métropolitaine à 2,1%. Hausse des dotations et participations perçues entre la suppression de l'écrêtement de la part forfaitaire, l'évolution démographique et la croissance de la dotation de solidarité urbaine. Cette dotation globale de fonctionnement versée par l'État est en légère hausse de plus de 150 000 €, ce qui est une évolution à peu près comparable à l'année précédente. Les réajustements des participations de la CAF à hauteur de 750 000 €, 3 autres participations de l'État, mais non inscrites au budget primitif, seront cette fois enregistrées avec l'expérimentation des territoires zéro non-recours, des contrats adultes relais ou le remboursement de la contribution versée aux écoles privées pour les écoles maternelles, une quasi-stabilité des autres recettes de fonctionnement. Du côté de l'investissement, j'en ai déjà parlé, je ne reviens pas sur les grandes priorités. Vous avez ce tableau que vous connaissez, qui est le même que celui présenté lors du rapport d'orientation budgétaire, et donc que je ne commente pas. Pour ce qui dépend des dépenses d'investissement, donc nous allons inscrire 27 726 000 €, quasiment stable par rapport à l'année dernière. Vous y retrouvez ici les grands postes de dépenses prévues avec le démarrage, la continuité du Grand Pexoto Margaux, le démarrage du Château des Arts et un certain nombre d'autres projets qui vont rentrer en phase effective. Une nouveauté cette année qu'on vous présentera en fait à 3 reprises, puisque vous savez que la loi nous a apporté un certain nombre d'obligations supplémentaires, et donc on aura l'occasion d'en reparler au compte administratif et on en reparlera également au mois de juin lorsqu'on présentera le rapport de transition écologique et sociale. Et là, on va le présenter à 2 voix avec Sophie qui va démarrer. Qui va essayer de démarrer. Merci, bonsoir à tous. Je vais être brève parce qu'il a été très très vite. Il faudra pas que je mette le même temps pour 2 diapos. Juste remettre un petit peu dans le contexte, l'obligation donc du budget vert, c'est la loi de finances 2024, notamment l'article 191 qui impose une évaluation environnementale du budget, donc c'est rendu obligatoire. Remettre un petit peu dans le contexte quand même, c'est une initiative qui avait été lancée par l'OCDE en 2017 et qui vise en fait à aller à concrétiser et à montrer qu'on est conforme aux accords de Paris. En particulier. Donc l'objectif, une évaluation environnementale, c'est de regarder l'impact d'une action sur l'environnement. L'environnement étant quelque chose de très large et ne se limitant pas uniquement à l'écologie. Donc l'évaluation environnementale du budget, elle vise à qualifier les impacts sur l'environnement de chacune des dépenses qui sont incluses dans le budget des collectivités. Et c'est une analyse très fine, puisque c'est une analyse qui est ligne par ligne et qui se base sur une liste d'actions qu'on appelle aussi taxonomie, ce que vous avez affiché au-dessus. Donc il y a 6 axes.
de cette taxonomie européenne, donc l'atténuation du changement climatique, l'adaptation au changement climatique, l'utilisation durable des ressources aquatiques et maritimes, la transition vers une économie circulaire, la prévention et la réduction de la pollution, et la protection et la restauration de la biodiversité et des écosystèmes. L'objectif, c'est d'informer et d'influencer évidemment les arbitrages budgétaires, donc identifier, comprendre, évaluer la cohérence et puis suivre évidemment l'évolution. Le décret du 16 juillet 2024, donc, qui a été pris en application de cet article 191, oblige, sans rentrer dans tous les détails, sur l'exercice, sur le premier exercice, en fait, un axe atténuation. Puis, on aura atténuation et biodiversité. Pourquoi ces deux axes-là? Parce qu'ils ont été jugés prioritaires dans la mise en place de la méthodologie. Il y a un groupe de travail énorme, méthodologie qui a été développée notamment par I4CE, mais pas uniquement. Donc, évidemment, l'atténuation, alors même si aujourd'hui, je pense qu'on est tous malheureusement d'accord pour dire que on n'arrivera pas à rester en dessous des +2, donc ça c'est quelque chose qui est acté, mais il est quand même nécessaire de faire un certain nombre d'actions sur l'atténuation et puis la biodiversité, puisque vous savez qu'il y a un effondrement de la biodiversité, et qui dit effondrement de la biodiversité dit des conséquences importantes pour nos sociétés, pour les chaînes alimentaires, etc. Donc c'est ces deux axes qui ont été prioritaires, et puis ensuite il y aura tous les axes. Réglementaire, on s'est posé la question si on restait juste dans le cadre de la loi ou si on allait plus loin, et on a souhaité aller plus loin pour y donner plus de sens et donc démarrer cette démarche dès ce budget primitif 2025 avec une démarche donc qui est volontariste dans ce domaine-là. C'est un gros travail d'analyse de l'ensemble des projets pour arriver à fixer tout ça. Donc nous avons ainsi analysé l'ensemble des impacts des différents projets sur l'axe atténuation. Et c'est donc la méthode d'analyse environnementale utilisée qui se base sur les préconisations de l'I4CE, dont la méthodologie fait référence pour l'établissement d'un budget vert d'une collectivité publique. Je crois que la métropole utilise exactement la même méthode. Comment est-ce que globalement ça fonctionne? On va classer l'ensemble des dépenses suivant 5 catégories qui va du très favorable au favorable sous condition, au neutre, au défavorable et au approfondir. Évidemment, le but du jeu, c'est au fil des années de faire évoluer le document et d'avoir le moins de à approfondir possible. Les résultats pour cette année nous montrent le graphique suivant avec 12,4% sur l'axe très favorable, 17,1 sur l'axe favorable sous condition, 42,7 sur le neutre, 3,4 en défavorable et 24,4% à approfondir. Juste un petit parallèle, vous savez que nous avions lancé nous-mêmes notre propre démarche et nous l'avions présentée dans les différents documents au cours des 2-3 dernières années. On vous parlait de plus de 36 millions d'euros consacrés à la transition écologique, ce qui représentait globalement 37% du budget. Là, si vous prenez les 29 et que si vous prenez ne serait-ce que 30% des 24% qui restent à approfondir, on arrive à peu près à ce chiffre-là. Je veux juste dire que la méthode que nous avons employée était assez proche de la réalité. J'ai un ordinateur qui est sur le point de redémarrer. On devrait s'en sortir. Voilà ce qu'on pouvait vous dire. Encore une fois, on reviendra sur ces éléments à la fois au CA et puis lors de la présentation du rapport de transition écologique et sociale. Je continue sur les dépenses d'investissement, donc des recettes d'investissement. Excusez-moi, il y a une erreur dans le titre. Dispose de ressources propres d'investissement pour un montant de 7,5 millions. Un recours à l'emprunt qui sera forcément nécessaire en 2025 et sur les années qui suivent pour financer le programme d'investissement présenté précédemment. Nous affichons pour autant un ratio qui nous amènera en dessous des seuils d'alerte et une capacité de désendettement aux environs de 10 ans.
En conclusion générale là-dessus, nous continuons à, sans augmenter les impôts, on continue à avoir une gestion financière rigoureuse, notamment en fonctionnement, ce qui nous permet de conserver des marges de manœuvre pour continuer à avoir la capacité d'investir, tout en faisant des investissements qui vont dans le bon sens et qui tiennent compte des questions de transition écologique. Merci François pour tout le travail accompli avec les services et tous les élus qui contribuent à ce budget difficile, exotique, mais je le crois relativement clair. Je vais maintenant laisser place à l'étonnement, puisqu'on va voir ce que vous allez voter, mais nul doute que vous allez voter pour. Donc, mais allons-y. Moi, je relève un non-sens de l'humour, ce qui est dommage. Je le regrette, mais bon. Donc, monsieur le maire, chers et chers collègues, je vous regarderai vendredi quand même. On va s'observer. Je ne regarde que vous, ma chère collègue. Voilà, mais moi Allez. aussi, c'est pareil. Alors, monsieur le maire, chers et chers collègues, alors on est aujourd'hui pour examiner et voter le budget primitif 2025. Alors, vous l'avez dit, il est en totale continuité avec le ROB 2025, ce qui est quand même rassurant. Moi, je regrette toutefois que l'analyse de ce budget, il n'ait pas pu s'appuyer ou qu'on ait pu bénéficier du compte administratif et du rapport de transition écologique et sociale 2024. Parce qu'en l'absence de ces documents, vous l'avez dit, ils vont être fournis a posteriori, ce qui est un petit peu regrettable. On avance un petit peu à l'aveugle pour l'analyse de ce budget, notamment sur l'angle environnemental que vous nous proposez. Donc on ne peut pas évaluer les résultats passés, on ne peut pas mesurer la cohérence des choix budgétaires qui nous sont proposés avec ce qui a été fait. Donc dans un contexte économique et climatique incertain, il est impératif que nous puissions disposer d'une stratégie budgétaire claire qui soit un levier pour l'avenir et pas un frein, notamment en ce qui concerne les actions environnementales et sociétales. Alors nous saluons bien évidemment l'initiative d'intégrer ce budget vers l'analyse des dépenses environnementales sur les dépenses d'investissement. Je vous remercie de m'avoir envoyé les documents et je vous demande officiellement si vous pouviez m'envoyer le rapport, parce que je ne pense pas que ça soit que ça, le rapport. Si c'est que ça, c'est pour ça qu'on y reviendra plusieurs fois. Ok, d'accord. Donc, ok, merci pour la réponse, mais moi je l'ai trouvé quand même relativement insuffisant par rapport à l'ambition que vous en portiez, et je trouve la situation préoccupante. Les chiffres, ils ont parlé d'eux-mêmes. On reste sous le seuil des 30% pour les actions qui sont jugées très favorables et favorables sous conditions. Donc ça veut dire qu'il reste 67% derrière, dont 43% qui sont qualifiés en neutre, ce qui soulève de sérieuses questions sur la prise en compte systématique des enjeux environnementaux. Il y a 24% des dépenses qui n'ont pas été évaluées, donc on dispose encore d'un pool, et on a 3% de dépenses avec un impact significatif sur les émissions de GES. Alors en pleine crise climatique et sociale, à un moment où les rapports scientifiques et les faits, on parle de la Birmanie, sont accablants, nous sommes en face d'une occasion manquée, mais c'est une réalité que nous connaissons depuis plusieurs années. En effet, derrière une évaluation environnementale qui se veut rassurante, se cache en réalité un manque criant d'ambition et une gestion des investissements environnementaux que je qualifierais de saupoudrage. Alors ce budget, il présente bien une composante environnementale, mais toujours sans véritable cadre ni engagement ferme. Nous restons dans l'incertitude quant à son application réelle. La communication autour de cette démarche risque d'être plus marquante que les actions concrètes qu'elle suppose. Ce qui est plus inquiétant encore, c'est que cette évaluation ne repose sur aucun cadre structurant. On vous l'a dit depuis plusieurs années. Il n'y a aucune trajectoire de réduction des émissions de gaz à effet de serre. Il n'y a aucun engagement ferme sur la rénovation énergétique des bâtiments municipaux. Sans ces éléments essentiels, comment pouvez-vous prétendre que ce budget inscrit la ville de Talence dans une véritable démarche de transition écologique, environnementale et sociétale? Nous voulons un budget qui soit réellement à la hauteur des enjeux environnementaux et sociétaux, et non pas un simple verdissement comptable.
Nous vous appelons donc, et ça fait plusieurs années consécutives qu'on vous le dit, à construire un plan climat local, accompagné de mesures concrètes et mesurables. Revoir les priorités budgétaires afin d'aligner les investissements avec une véritable trajectoire bas carbone. Intégrer l'environnement dans l'ensemble des politiques municipales, y compris celles qualifiées de neutres, utiliser les 20% qui vous restent, là aussi, et publier des indicateurs clairs d'impact environnemental accessibles à tous les citoyens. Je n'ai pas à en douter, Talence dispose de toutes les ressources nécessaires pour réussir sa transition écologique et son adaptation aux défis futurs. Mais pour ça, il faut une vision politique forte, des engagements fermes et des actes concrets. Ce budget 2025, tel que vous nous le présentez, ne répond malheureusement pas à cet impératif. Et vous connaissez la conclusion de mon vote et de notre vote. Nous allons voter contre. Je vous remercie. Y a-t-il d'autres demandes de prise de parole? Monsieur le sénateur. Madame Rami, je vous annonçais une affreuse nouvelle. Talence ne va pas sauver la planète. J'en suis désolé. C'est un débat qu'on a souvent nationalement au Sénat. Je rappelle quelques chiffres. La France, c'est 0,7% des émissions de CO2 dans le monde. On peut faire beaucoup d'efforts, mais les mesures de M. Trump, d'un seul coup, vont tout balayer. Et donc, vous aurez l'an prochain des indices qui seront mauvais. Et c'est pour ça que je crois qu'il faut toujours penser à cet environnement. Mais ce n'est pas le seul problème des habitants. Une personne qui n'a pas de logement, elle va se dire, oui, l'environnement, c'est bien, je voudrais bien avoir une maison, on m'a supprimé des constructibilités là, on m'a supprimé là. Il y a d'autres enjeux. Pourquoi je dis ça? Je le répète en permanence. Les grands pollueurs, ce sont la Chine, les États-Unis, l'Inde, demain l'Afrique. Vous imaginez que quand on lutte à enlever à nos 0,7%, si on arrive à 10%, ça ferait 0,07%. Et que dans le même temps, on voit l'Afrique, le Nigeria notamment, qui va avoir 10 milliards de barils de pétrole qu'ils vont utiliser dans quelques années, que le Guyana a également des réserves énormes de pétrole, que les Russes sont en train de viser, ce qui est interdit, sur l'Antarctique, l'utilisation de pétrole, on se dit bien, il faut faire des efforts, mais il faut être aussi réaliste sur ce que représentent les efforts qu'on nous demande. Moi, j'estime que les efforts que nous faisons sont remarquables et à la mesure de la ville. Et laisser penser toujours que si on en fait plus, ça va sauver le climat demain. Vous avez parlé de Birmanie, c'est un tremblement de terre. Je ne pense pas que ce soit le climat qui ait provoqué un tremblement de terre. Donc il va y avoir des impacts, c'est sûr. Mais il va y avoir des impacts. Mais ce n'est pas le tremblement de terre qui est la cause de l'environnement. C'est plus pas l'environnement qui est la cause du tremblement de terre. Donc voilà. Alors on entend constamment ça. On n'en fait pas assez, on n'en fait pas assez. Je trouve qu'on en fait de manière raisonnable, ciblée, et à la hauteur de nos besoins et de nos moyens. Et laisser rêver les Français en disant qu'à si Talence faisait ça. Non, soyons raisonnables, soyons objectifs et soyons surtout réalistes. Il faut y être sensible, mais pas toujours mettre en avant ce point-là comme si c'était le point déterminant pour l'avenir. Sur la planète, oui. Je parle pour la France et la ville de Talence. Merci, monsieur le sénateur. D'autres demandes de prise de parole? Madame Rondeau. Merci, monsieur le maire. Je vais répondre à quelques-unes des remarques. Ça fait presque 25 ans, j'aime pas trop le dire, mais que je fais des études, des analyses d'impact sur l'environnement. Alors, certes, technique. Là, on parle d'une analyse d'impact sur un budget. On peut avoir une position dogmatique. Et c'est, je pense d'ailleurs, sur ce point qu'on a pas mal de divergences. On peut poser de se dire, je veux un objectif à 80, 100% sur telle et telle thématique. Après, il y a la réalité. Déjà, ici, on parle d'un axe. Un seul axe. Ce n'est pas un ensemble, c'est un seul axe. Ce budget vert, il se base sur une méthodologie.
méthodologie qui, comme toute méthodologie, peut être critiquée. Et je pense qu'avec M. Gestin, on a eu de longues discussions là-dessus et avec les services sur cette méthode. Mais à un moment, il y a une méthode et on l'applique. Aujourd'hui, vous nous dites que notre stratégie environnementale, elle n'est pas claire. Donc je reviendrai dessus, je ne vais pas m'étendre là-dessus aujourd'hui, je reviendrai dessus avec le rapport de transition écologique et sociale. Et j'insiste sur ce dernier mot, et social. C'est-à-dire que quand on fait des actions, on ne peut pas le regarder que sur un prisme. Et c'est vrai, il faut qu'on fasse tous des efforts. D'ailleurs, en 2024, dans tous les efforts qu'on a faits, sans investissement aucun, on a réussi à baisser de 5% environ, et c'est énorme, les consommations énergétiques, rien qu'en modifiant, en faisant de la pédagogie, en allant voir les usagers, etc., de toutes nos salles. Et ça, c'est pas de l'investissement. Donc tous ces efforts-là, on va pas les voir sur ce budget. Et pourtant, ils sont bien concrets. Donc des engagements fermes sur la transition énergétique, on en a. Maintenant, on a un patrimoine, on a un certain nombre de bâtiments à chauffer. Il y a une solution. Je peux fermer tous les bâtiments. Alors, Monsieur le maire, suite à des discussions, nous allons en fermer quelques-uns. Ça a des impacts sociaux qui sont quand même importants. Donc, du coup, c'est toujours une question d'équilibre. Tout est toujours une question d'équilibre. Vous nous dites aussi construire un plan climat local. On a signé le PCAET de Bordeaux Métropole. Mais quelle relation j'ai avec Bordeaux Métropole? Où je suis invitée? Qui vient auditer? Personne. On est engagé. Donc sur ce point-là, je pense qu'on n'a pas de leçons à apporter. Moi, je n'ai pas envie de refaire un énième plan climat à une échelle encore plus basse, alors qu'on est dans une métropole qui en a rédigé, qui en possède un, avec des objectifs et des indicateurs. Un grand merci, ma chère collègue. Madame Ramy. Alors, Madame Ramy, puis... Madame Ramy. Oui, je voudrais répondre. Oui. Parce qu'il y a des termes comme dogmatique. Je suis très étonnée que, Sophie, tu les utilises. Parce que tu sais très bien que derrière mes interventions, ce n'est pas du tout les termes employés. Donc ça, je ne suis pas du tout d'accord. Tu t'es énervé la dernière fois sur une tribune qu'on a faite. Moi, je m'énerve sur ce terme-là. Il est déplacé. Parce que ce qu'on demande, c'est d'avoir une vision et une stratégie. Vous ne nous avez rien présenté en stratégie. Rien du tout. Autant nous dire, on ne vous demande pas de faire une réduction à 100%. Par contre, posez les échelons, posez les intermédiaires. À l'horizon 2030, on sera à moins 30% de réduction de GES. À l'horizon 2050, on aura rénové X salles communales. Posez-le. Comme ça, on pourra évaluer. Là, à chaque fois que vous faites un truc, c'est génial. Mais génial par rapport à quoi et vers où vous allez? C'est la question qu'on pose depuis des années. Alors, je vais modérer mes propos. Je l'ai dit dès le départ. Si on avait eu un compte administratif avec l'analyse budget vert présentée en amont, si on avait eu le rapport de transition écologique et sociétale présenté en amont, j'aurais pu modérer mes propos. Là, ça arrive dans le désordre. Donc, on a besoin, pour avoir un débat éclairé, pour comprendre où vous allez, d'avoir ces éléments. Ensuite, qu'est-ce que tu me parles de social? Je l'ai dit tout de suite dans mon intervention. L'environnement et le sociétal, ça va avec. On n'a rien déconnecté. Seulement, on parle de budget environnemental. Donc, ma réponse, ça se fait là-dessus. Pour autant, je n'oublie pas le social. Et je sais très bien que tout est une question d'équilibre. Ensuite, tu me parles d'un plan climat métropolitain où vous n'avez aucun lien. Pour autant, il me semble que vous avez des fiches Codev, que vous avez levées et que vous pouvez utiliser. On n'a aucune info non plus. Donc, donnez des éléments. Peut-être que nos interventions seront plus modérées.
et pas dogmatique. Je vous remercie. Alors, monsieur le sénateur. Oui, dans la continuité, j'avais reçu une lettre de monsieur le président, le maire de Bordeaux, pardon, Pierre Amic, m'indiquant, cher Alain, il voit une baisse drastique du tarif d'obligation d'achat pour les installations photovoltaïques de moins de 500 kW. Cela menace directement cette dynamique. Il me demandait pourquoi finalement EDF rachète moins cher le courant fabriqué par les cellules photovoltaïques. J'étais déjà intervenu là-dessus à la métropole. C'est pour ça qu'il faut sortir un peu du petit cadre de ville ou même métropole. EDF aujourd'hui, je l'ai dit X fois, a beaucoup de difficultés à injecter dans la journée le courant fourni par les éoliennes. Parce que les centrales tournent à plein. Donc, l'électricité, on ne peut pas la stocker. Donc, quand on fabrique l'électricité à des cellules photovoltaïques à grande dimension, et qu'EDF a du mal à les infiltrer dans le réseau, il est évident que quand ils rachètent moins cher. C'est le débat que l'on a entre les énergies renouvelables et l'énergie nucléaire. Vous avez été pendant des années opposé à l'énergie nucléaire. Vous avez fait prendre d'ailleurs à la France un retard, pas vous ici, écologistes, un retard extraordinaire. Et aujourd'hui, on se retrouve donc à cette difficulté. On a trop de courant produit le jour et on en consomme le plus la nuit. D'où difficulté pour EDF. Alors la solution, c'était que lorsqu'il y a des surfaces extrêmement importantes, comme c'est le cas peut-être à Socats, du projet de cellules photovoltaïques, qui va fabriquer de l'énergie dans la journée, mais comme on ne peut pas la stocker, c'est de prévoir justement un moyen de la stocker, c'est-à-dire fabriquer avec des hydrolyseurs directement sous les cellules de l'hydrogène. Hydrogène qui est fourni à l'industrie et qui sera fourni au transport de la métropole et transport lourd. Là, il y a une logique. Mais fabriquer de l'électricité la journée, si elle n'est pas associée à une fabrication ou une possibilité de stockage, ça devient un peu complexe. Voilà pourquoi EDF rachète moins cher dans les grandes villes tous les grands projets de cellules photovoltaïques. C'est pour ça que parler écologie, énergie, il faut faire attention à ce dont on parle. L'énergie nucléaire, on le sait, et encore, je vais rajouter un autre élément et je termine là-dessus parce que ce n'est pas du tout local. Mais l'énergie nucléaire, on sait que dans 15-20 ans, il y aura des difficultés d'approvisionnement en uranium. Nous avions un projet qui était le projet Astrid, qui consistait à réutiliser les résidus des centrales pour pouvoir faire durer nos centrales plus longtemps. Il était abandonné, je ne vous préciserai pas par qui, parce que vous le savez tous. Voilà, heureusement, il nous reste encore le programme ITER, qui est la fission de l'uranium. Voilà, vous en apprenez des choses. Bon. Tout ça pour dire qu'il faut sortir du dogmatisme et être pratique par rapport aux problèmes qui se posent à nous. On aura un problème d'énergie, il faut savoir comment on la produit, comment on la stocke, comment on l'utilise. Voilà, après ce petit cours de rattrapage, je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup. Monsieur Gestin, pour conclure. Oui, quelques éléments. Je ne sais pas trop qu'est-ce qui vous manque comme chiffre pour le CA, parce que dans le ROB, il me semble qu'on vous l'a présenté avec une précision qui est assez proche. Évidemment, il nous manque quelques éléments pour pouvoir le présenter aussitôt, et vous le savez très bien. On sent en tout cas que le débat du budget vert vous passionne. J'ai même senti une pointe d'énervement dans la réponse à Sophie. Et je vous avoue que je suis un peu surpris qu'au travers d'un budget de la ville présenté à hauteur de 80 millions d'euros, on ne parle plus que de cette question-là, 88 millions d'euros pour être précis. On ne parle pas des 8 millions adressés au secteur associatif, au CCS, des 23 millions d'investissements. On ne reste plus que dans cet élément. Je ne vous ai pas interrompu, ma chère collègue. Je vais essayer d'aller au bout. Sur la question du budget vert, votre première remarque, c'est 30%, ce n'est pas assez ambitieux. C'est, je crois, à peu près vos propos, si je ne les déforme pas. J'aimerais bien savoir qu'est-ce qui vous permet de le dire, puisqu'aujourd'hui, il n'y a aucun élément comparatif dans aucune ville, puisqu'aucune ville a sorti ces éléments-là avec cette méthodologie-là. J'aimerais d'ailleurs savoir si vous connaissez le pourcentage de la métropole qui utilise globalement à peu près la même technique de calcul, sachant que la métropole est dans des thématiques d'investissement qui sont bien plus liées à ces questions-là, puisqu'ils s'occupent de tout l'aménagement public extérieur, etc. Donc, j'avoue que je suis assez surpris de vous entendre dans ce domaine-là. Et puis, pour le fun, je crois 3,4% d'éléments très défavorables, parmi lesquels on y retrouve des achats de véhicules, du matériel informatique, des tondeuses. Est-ce que nous arrêtons de faire tout ça, et nous n'achetons plus de tondeuses
à nos agents. Et pour finir, Monsieur le maire, avec votre permission, j'ai un tout petit peu oublié la dernière diapo qui est quand même pas neutre et qui permet quand même de reprendre les chiffres. C'est là-dessus que nous allons voter dans quelques instants. Donc je finirai par ça. Nous avons donc une section de fonctionnement qui s'équilibre à hauteur de 60,7 millions d'euros, avec des recettes de fonctionnement à hauteur de 60,7 millions et des dépenses de fonctionnement de 57,7 millions. La différence, les 3 millions 100, qui sont virés à la section d'investissement en recettes, auxquelles nous additionnons les recettes d'investissement pour 4,4 millions, un emprunt d'équilibre à 20,2 millions, et nous verrons si nous levons la totalité de cet emprunt en fonction, effectivement, notamment de la reprise des résultats du CA. Et en dépenses d'investissement, vous trouvez le remboursement des emprunts pour 2,4 millions et les dépenses d'investissement dont j'ai parlé pour près de 25,3 millions d'euros, le tout s'équilibrant à hauteur de 88,5 millions d'euros. Bien, merci beaucoup. Pas de demande de prise de parole, Xavier? Vas-y, parce que je vais conclure après. Oui, vite fait, je n'ai pas l'intention de m'éterniser. Moi, je pense que, de toute façon, le rôle des oppositions, c'est de s'opposer, il n'y aura pas de surprise. Hein, mais au moins pour deux raisons. D'abord, on ne bénéficie pas forcément de tous les outils statistiques pour connaître très exactement la nature des choses. Donc, on est obligé aussi de rester parfois un peu en surface sur certaines questions. Moi, je le dis... voilà, je n'ai pas honte de dire qu'il y a des éléments qui me manquent parfois pour pouvoir juger véritablement de la chose. Donc, j'en reviens à mes fondamentaux qui sont tout simplement que si je suis dans l'opposition, je m'oppose. Après, il faut aussi parfois prendre ces oppositions comme des encouragements à aller plus loin. Moi, je ne dis pas que ce budget est une catastrophe. Je dis juste qu'il n'est pas aussi exemplaire qu'on pourrait en avoir envie, ou en tout cas qu'on pourrait espérer l'avoir d'ici quelques années, si effectivement on continue sur une pente ascendante en matière de standards et en matière d'exigence par rapport aux enjeux. Moi, je crois que c'est là véritablement ce qui se joue dans cette histoire de budget, c'est le fait d'essayer de définir le meilleur standard possible, et essayer de se l'appliquer à soi-même, parce que nous avons les moyens d'être exemplaires. Je veux dire, il a été évoqué l'Afrique, un certain nombre de pays qui sont dans des difficultés absolument incommensurables par rapport à ce que nous, on a à gérer ici, et qui effectivement ont d'autres enjeux, ont d'autres défis. Nous, sur ce qui nous incombe, moi je pense qu'il faut essayer d'être les plus exigeants possibles avec nous-mêmes, d'avoir ce qui permet de définir des standards élevés qui montrent l'exemple et la voie, à la fois pour d'autres collectivités, puis après ensuite à l'exportation entre guillemets. Donc c'est tout. Si on va s'opposer sur ce budget, c'est pas parce qu'on estime que c'est une catastrophe absolue, que rien n'est pensé, que rien n'est réfléchi, qu'il n'y a strictement aucune stratégie, aucune volonté d'avancer. C'est juste qu'on pense qu'on peut aller plus loin et on vous encourage à aller plus loin. Merci. Bien, mes chers collègues, pour conclure, en remerciant évidemment pour ce débat, même s'il en va toujours de cet exercice, et tu viens de le rappeler avec un peu plus de sincérité, mon cher Xavier, que les oppositions s'opposent. Moi, je voudrais rappeler quand même un certain nombre de choses. Ce budget n'est pas fait dans un environnement serein. Indépendamment des vicissitudes parlementaires, et depuis les années sous François Hollande, l'État, quels que soient les gouvernements, ont toujours, systématiquement, de façon plus ou moins importante, été inventifs en matière de restriction des fonctionnements des collectivités territoriales. Il prend l'argent où il est, ça c'est vrai. Et d'ailleurs, ce schéma-là le démontre, puisqu'on voit là la règle d'or dans ce schéma-là. Et depuis des années, en tout cas depuis 10 ans, la ville de Talence, elle a fait le choix, que l'on peut critiquer sur certains aspects, de maintenir son service public, inchangé, voire augmenté, de mener une politique d'investissement, on peut en débattre, mais lorsqu'on sait que les collectivités locales représentent 70% de l'investissement public local important, moi je retiens un chiffre, par exemple, c'est les 97 millions d'euros que la ville va investir seule sur les 5 prochaines années sur la ville. Et surtout que malgré toutes ces vicissitudes, parce que pour moi c'est ça un budget, hein, on peut parler des tableaux Excel, des couleurs vert, mauve, tout ce qu'on veut, il se fait
avec une santé financière exemplaire. Et en vous entendant, mes chers collègues de l'opposition, parler d'avenir, je crois qu'on ne peut pas parler d'avenir, et ce n'est pas les représentants nationaux qui me diraient le contraire, si on n'est pas libre de ses choix. Et je crois que l'un des principaux legs que l'on fera aux élus et aux enfants, c'est de laisser une collectivité en bonne santé financière. Pas endettée, très peu, et qui se transforme. Je voudrais remercier évidemment François pour ce travail et les nombreux noms qu'il a dû faire pour arriver à ce budget. Je voudrais aussi remercier Sophie pour sa démonstration, parce qu'il est des démonstrations finalement qui font mouche. Moi, j'ai vu beaucoup de choses, et je préférerais, sincèrement, plutôt que de parler de couleurs de budget, que l'on parle école, crèche, santé, sociétal, patrimoine, du vivre ensemble. Parce que c'est ça la ville. Et c'est ça le budget primitif. Aujourd'hui, vous nous demandez, on n'a pas le compte administratif. Je ne me lasserai jamais de m'étonner que ce qui vaut pour la métropole ne vaut pas pour la ville. La métropole va voter la semaine prochaine son budget primitif et votera au mois de juin son compte administratif. Là, c'est parfait. Là, c'est parfait. Par contre, et ici aussi il y a des commissions, ma chère collègue, ou des groupes de travail, mais vous ne voulez pas y participer, et ici, ça ne va pas. C'est-à-dire que la même chose, c'est très bien là-bas, bravo, et ici, c'est catastrophique. Je vais vous répondre par un point qui me semble le plus important. Moi, ce que je vois et ce que j'entends, ce sont des gens qui nous disent que la ville, elle change. Et pour être honnête avec vous, même s'il y a des choses qui ne vont pas toujours, des gens qui nous disent qu'elle change très positivement. Et c'est ça un budget. Ce n'est pas des tableaux Excel avec des couleurs. Les tableaux Excel avec des couleurs, ils sont là pour illustrer ce que l'on dit. Et je suis assez d'accord qu'il n'y aura toujours que le compte administratif pour l'illustrer. Parce que le compte administratif, c'est le juge de paix. C'est celui qui permet de dire, au-delà des annonces, qu'est-ce qui a été fait. Mais je voudrais juste vous dire, ma chère collègue, puisqu'il vous manque ce CA, qu'à la différence de beaucoup d'établissements, dont Bordeaux Métropole, il n'y a pas de budget supplémentaire. Et le taux d'exécution du budget voté, chaque année vous est présenté, de manière à dire que ce qui est voté, contre, pour, qu'importe, est-ce que c'est réalisé? Et la réponse à Talence, elle est globalement oui, et à une très large majorité. Ça veut dire que finalement, les choix dont vous nous parlez, eh bien, vous les avez dès le budget. Et évidemment, après, dans le compte administratif. Donc, il est faux de dire qu'on ne peut pas l'analyser si on n'a pas le CA. C'est faux. Que vous ne soyez pas d'accord, ça, ainsi va la vie, mais ce n'est pas vrai. Dernière chose, avant-dernière chose, je vous avais fait une proposition lors du budget prévisionnel, lors du ROP, pardon. Je vous avais dit, et Xavier, tu l'as dit, une opposition, ça s'oppose, mais ça propose. Faites-nous des propositions. Et pas des propositions de méthode. Faites-nous, dans ces investissements, dites-nous ce qui ne vous va pas. Dites-nous ce qu'on ne fait pas bien. Et on sera éclairé de votre... Mais là, je pense que c'est vous qui êtes éclairé actuellement par le soleil, mais les éléments, et dans ces cas-là, proposez, plutôt que s'opposer. Faites que ça, très bien. Bon, écoutez, si vous êtes parfait et pas nous, je ne peux rien pour vous. Mais, dernière chose, vous nous avez reproché une méthode. Moi, je vais vous dire que notre méthode, ma méthode, eh bien, elle est disposée, et notamment y compris dans ces critères-là, c'est de chercher toujours les critères plus vertueux que ce qui nous est imposé par les normes. C'est d'avancer peut-être, parfois, sans effet d'annonce. Je me souviens des déclarations d'urgence climatique. Voilà un bel effet d'annonce. Déclarer l'urgence climatique, ça va changer le monde. Mais de pouvoir dire qu'à chacun des projets d'investissement ou de fonctionnement, on va chercher plus loin. Et on essaye d'embellir et de rendre finalement la fierté qu'a cette ville, c'est cette ville d'équilibre, cette ville de nuances sur laquelle, je crois,
on vit bien et qu'on ne soit pas jugé à l'aune d'une étiquette politique, mais plutôt des choix qui sont faits et des retours que l'on propose régulièrement au conseil municipal. On n'est pas très surpris de votre vote. L'essentiel de l'exercice consistant... ils ont dit qu'ils allaient voter contre, donc à moins qu'on les ait convaincus, mais je vois dans les visages un doute. C'est traditionnel, en fait, finalement. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est qu'on puisse aller voir les personnes pour leur dire voilà les choix que fait la collectivité, parce que les choix d'un budget, ce n'est pas les choix du 31 mars, ils sont faits tout au long de l'année. Et ce que je vois, mes chers collègues, c'est que sur beaucoup de ces choix, vous votez pour. Donc finalement, au-delà des postures, l'essentiel, c'est de pouvoir continuer à avancer. Et moi, je suis très fier, je voulais le partager avec vous en remerciant mes collègues, en tout cas celles et ceux qui m'accompagnent, que l'on ait une collectivité en très bonne santé financière. Parce que quand on voit aujourd'hui la situation de notre pays, pas en très grande difficulté pour faire des choix, pourtant nécessaires pour répondre aux défis de son temps, je me dis qu'une collectivité, quelle qu'elle soit, qui a encore les choix de pouvoir faire ce qui lui semble bon et d'être jugée une fois tous les 6 ans par les électeurs, eh bien je me dis que c'est une collectivité qui a de l'avenir. Alors, les votes contre, à l'unanimité des groupes d'opposition, vous aviez pour vous aussi, Madame Kellier, votre acompte, je suppose, également? Votre acompte également? Très bien. Merci beaucoup. Et pour les autres des conseillers municipaux, pour... Merci beaucoup. Délibération numéro 7. Fixation des taux des taxes directes locales pour 2025. Pas d'augmentation des taux pour la 10e année consécutive, avec un taux de taxe foncière à 49,69%, sur les propriétés bâties, sur les non bâties à 56,70% et sur le taux de taxe d'habitation pour les résidences secondaires à 23,03%. Je vais quand même vous proposer, ma chère collègue, si vous ne le souhaitez pas, changer de place, parce que je pense que vous restez là. Très bien. Je le faisais... Vous voyez, vous me reprochez un non-sens de l'humour. Je vous propose de façon très humaine de changer de place et vous me dites que vous ne me voyez pas, donc ça vous fait du bien. Bien. Non, je trouve que juste quand on propose de changer de place, dire non merci suffit et simplement pas dire qu'on ne me voit pas. C'est pas très grave. Alors, vos votes sur ces taux inchangés depuis 10 ans. Alors, je vous écoute pour vos votes ou vos interventions, s'il vous plaît. Vous êtes sur les taxes, oui, je vous confirme. NPPV, très bien. Monsieur Joliot, pareil. Et pour le reste des conseils municipaux, pour... Merci beaucoup. Et on applaudit, non? Délibération numéro 8. Application de la fongibilité des crédits pour l'exercice 2025. Alors, vous savez que nous sommes passés à la nomenclature M57 depuis le 1er janvier 2024, que celle-ci offre quelques éléments de souplesse supplémentaires, et notamment la fongibilité de certains crédits, qui nous permet de procéder à ces mouvements sans délibération, en dehors des dépenses de personnel et dans une limite de 7,5% du montant des dépenses réelles de chacune des sections. Des remarques, des questions? Non? Vos votes, s'il vous plaît. C'est NPPV. Monsieur Joliot, pour le reste des conseils municipaux, pour... Merci beaucoup. Pardon. Avec le micro. Délibération numéro 9. Convention de financement de l'école privée sous contrat d'association, école Calandreta de la Dona. Une délibération qui devrait faire pas mal de débats. Donc, nous avons été sollicités par l'école Calandreta de la Dona à Pessac, qui nous a sollicité sur le forfait communal pour des élèves dont les familles demeurent à Talange. Je vous rappelle juste que c'est une obligation légale et que donc il nous a été demandé 1 593 € par élève en maternelle, soit 3 186 pour les 2 élèves talancés concernés, 759 en élémentaire, soit 1 518 pour les 2 élèves concernés. Merci beaucoup. Y a-t-il des questions? Madame Ramy. Non, il n'y aura pas forcément de débat pour répondre à M. Gestin. Nous allons voter pour.
parce qu'il est à souligner que l'école Calandreda, c'est la seule école occitane qui est sur le territoire. Voilà, donc ça sera pour. Très bien, Monsieur Joliot. Non, je trouve que c'est un projet pédagogique intéressant. La calendrier de la Daune, ça se dit comme ça, base tout son travail sur la pédagogie institutionnelle, Francisco Ferrer, sur la méthode Freinet. Je trouve que c'est très intéressant. C'est aussi une école d'ouverture sur le monde à travers le bilinguisme. Je soutiens complètement ce projet et je voterai pour. Très bien, donc la délibération est adoptée à l'unanimité. Je vous remercie. Délibération numéro 10, sollicitation de subvention auprès de plusieurs organismes pour le projet de réhabilitation et extension du Château des Arts, création d'un établissement d'enseignement artistique. Donc, comme nous en avons l'habitude, nous sollicitons un maximum de subventions pour, en l'occurrence, cette fois-ci, le Château des Arts. Vous voyez que nous allons solliciter l'État, le FEDER, l'ADEME, l'État au travers du Fonds vert, la métropole pour son règlement d'intervention de nature. Et si on arrive à récolter tout ça, je paye un coup à boire. Ça sera indiqué au procès verbal. Je pense que l'adjoint aux finances ne prend pas un risque démesuré sur les 5 millions d'euros, notamment du FEDER. Y a-t-il des questions? Madame Rami. Alors, on va voter pour ce plan de financement, parce qu'il est normal d'aller chercher des aides financières. Toutefois, on va émettre quand même des réserves. Vous avez parlé du GAL. C'est vrai que c'est... Vous avez parlé, pardon, j'ai pas entendu. Du GAL, oui. Du FEDER. Donc, vous demandez 5 millions, ce qui est quand même une somme non négligeable. Comment ? Faut y aller, sachant que les crédits sur la fiche sont quand même bien atteints. Donc c'est quand même vous assurer qu'il y aura la possibilité, si vous n'obtenez pas l'ensemble des financements que vous demandez, notamment le FEDER, plus avec 5 millions, que le projet puisse aboutir. Monsieur Gestin. Oui, je rappelle juste, alors d'abord effectivement pour obtenir il faut demander, ça c'est le premier élément. Je rappelle juste quand même qu'il y a des projets qui ont été très financés, alors j'ai plus le chiffre exact, mais je pense notamment au Dôme qui avait été financé au global pour près de 75% de l'investissement. Je crois que le FEDER c'était 50%, mais je ne suis pas certain du chiffre, donc je ne m'engage pas dessus. Et donc il y a de l'argent au sein du FEDER, il faut effectivement répondre aux lignes qui correspondent bien pour avoir des chances d'obtenir tout ça. Et si on demande ces 5 millions, c'est que le travail qui a été fait par l'équipe, et je parle sous le contrôle de Frédéric, la première adjointe qui est en charge de ce dossier-là, c'est que l'équipe a analysé ça pour qu'on fasse cette demande. Est-ce qu'on l'obtiendra? Il n'y a pas de garantie, mais en tout cas, si on ne le demande pas, c'est sûr qu'on ne les aura pas. Deux petites remarques. D'abord, je ne perds pas espoir qu'un jour... le partenaire du département de la Gironde vienne un petit peu plus aider les collectivités locales, y compris dans les compétences que l'on exerce pour lui. Mais la conseillère départementale n'est pas là, donc je lui relayerai tout cela directement. Et la deuxième chose, sur ce projet-là, de vous rappeler, ma chère collègue, et vous l'avez dans le budget primitif, que la règle est de ne jamais se lancer dans un investissement, notamment celui-là, qui va être... après le stade nautique le plus important et assez sensiblement important derrière, avec près de 16 millions d'euros. Je vais demander à mes chers collègues de faire juste un tout petit peu de silence, merci, de pouvoir se permettre, pour répondre très concrètement à votre question, de pouvoir couvrir un investissement même en l'absence de subventions précité. Ne serait-ce que par exemple si je regarde la ligne de l'État, le DESIL est un élément pour le coup incertain. Donc voilà, le reste des subventions notamment, qui sont quand même beaucoup plus modestes, puisque ça représente même pas 500 000 euros, et bien de pouvoir le faire. Donc c'est la règle de manière justement à ne pas se retrouver le bec dans l'eau en cas de manque de subventionnement de tel ou tel interlocuteur. Donc vos votes, vous m'avez dit pour à l'unanimité, c'est ça? Merci beaucoup. La délibération numéro 11 sera présentée par M. Herchouk, adjoint délégué à la cohésion sociale, aux politiques de prévention et à la politique de la ville. Donc, cohésion sociale, autorisation de signature de la convention territoriale de Talenstoir pour 2024 à 2030.
Merci. Bonsoir, chers collègues. Monsieur le maire, juste vous rappeler que cette convention territoriale, c'est une déclinaison des différentes orientations tirées du contrat de ville au niveau local. La réalisation de cette convention territoriale a fait l'objet d'une large concertation sur la base des orientations de ce contrat de ville avec l'ensemble des acteurs du quartier prioritaire, professionnels, élus, habitants. Ça s'est traduit par plusieurs étapes, un diagnostic en marchant, des demi-journées thématiques de travail. Et cette large concertation a permis l'identification des actions prioritaires concrètes à mettre en œuvre sur le QPV. On en avait parlé déjà en février dernier concernant le contrat de ville et l'apparition de ce qu'on appelle des poches de pauvreté. J'aime pas trop ce terme. Concernant Talence, il s'agit du quartier de Crespier de Rabat. Il y a à peu près 2,5% qui sont consacrés à ces poches de pauvreté, ce qui n'est absolument rien du tout. Ça représente à peu près 1 050 €. Mais la ville, comme vous le savez, malgré tout, est fortement mobilisée sur ces quartiers, à l'instar du QPV, avec des RH supplémentaires, des effectifs supplémentaires, avec des structures, la réouverture de la structure de Rabat par exemple, ou l'installation du futur centre social à Crespy, et dans tous les domaines, du contrat de ville, la ville y est fortement engagée. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup, mon cher collègue. Là aussi, une délibération rapide, mais beaucoup de travail pour cette convention quand même, qui va s'étaler sur les 6 prochaines années pour les éléments précisés dans cette convention cadre. Des questions? Madame Ramy? Oui, alors on souligne l'importance de cette délibération, tout autant que la motion sur le BEX, puisqu'on pense très fortement aux habitants de Thouars. Donc c'est quelque chose qui est assez structurant. Il y a beaucoup d'indicateurs et d'orientations stratégiques. Et je pense que ça serait intéressant de pouvoir avoir un suivi de ces indicateurs, peut-être pas annuellement, mais trouver une bonne périodicité, puisque là, on a des indicateurs et on vous demande souvent la mise en place d'indicateurs et de suivi. Quitte aussi, on fait la demande de pouvoir participer à ce COPIL, pour pouvoir suivre ce projet qui est très intéressant. Et on soulève avec une forte attention qu'avec ce programme-là, il y a un rééquilibrage des activités sur tout le quartier de Thouars, ce qui présage des choses intéressantes à venir. Donc ça sera pour. Merci beaucoup. Évidemment, cette convention sera suivie avec les indicateurs qui sont faits justement pour être suivis, sinon... Vas-y, je t'en prie. Non, juste... Pour apporter une précision, évidemment, il y a une évaluation annuelle de cette convention territoriale avec l'ensemble des parties prenantes pour voir justement, on regarde les indicateurs qui ont été affichés, voir les écarts et puis voir des réajustements aussi possibles. On regarde tout ce qui avait été travaillé concernant chaque orientation. Bien sûr. Ça peut, bien sûr. Allez, donc vote pour à l'unanimité, je vous remercie. Les délibérations 12, 13 et 14 seront présentées par Mme Thomas Pitot, adjointe déléguée aux ressources humaines. Donc délibération 12, création de 4 postes de policiers municipaux. Oui, mes chers collègues, bonjour. Dans le cadre du plan de prévention sécurité présenté au conseil municipal en juillet 2021, et afin de renforcer l'équipe, d'assurer les vacations sur des nouveaux cycles horaires et de remplacer un agent titulaire parti en mutation, je vous propose donc de recruter 4 policiers municipaux afin de répondre aux besoins de notre collectivité. La rémunération proposée sera étudiée en fonction des profils de candidats retenus, sachant que sur ces postes, les recrutements se font sur un grade de catégorie C. Je vais enchaîner les délibérations si vous le voulez bien. Délibération suivante. Nous sommes sur un recrutement d'un second de cuisine au service des cuisines. Et là, il s'agit de faire suite à une mobilité interne de l'agent titulaire qui occupait ce poste jusqu'à présent.
Il est proposé d'ouvrir ce poste à un fonctionnaire ou un contractuel de catégorie C. Dernière délibération, c'est sur la création du poste de responsable communication. Alors, il s'agit en fait ici, donc depuis 2022, le service des ressources humaines a entrepris une refonte des délibérations relatives à la création des postes dans notre collectivité et la démarche a pour objectif d'harmoniser et sécuriser nos pratiques en matière de rédaction. Et lors du conseil municipal de mars 2022, la reconduction de ce poste en contrat à durée déterminée avait été validée avec une rémunération définie. Toutefois, conformément à la législation en vigueur, la rémunération des agents contractuels à durée indéterminée fait l'objet d'une réévaluation au moins tous les 3 ans. Afin d'éviter donc de devoir redélibérer tous les 3 ans pour chaque réévaluation, il est proposé donc de modifier la délibération et de recréer un poste de responsable communication sous format générique. Merci, à vous. Il ne s'agit donc pas d'une création, mais bien d'un changement. Donc c'était important. Y a-t-il des questions? Monsieur Bimboire. Merci, Monsieur le maire. Sur la 12, bien évidemment, par rapport aux policiers municipaux, on est tout à fait d'accord, d'autant que ça va permettre d'assurer les vacations avec de nouveaux cycles horaires et de remplacer l'agent titulaire parti en mutation. J'avais d'ailleurs sollicité le responsable du service concernant les formations, le suivi de celles-ci. J'ai eu toutes les informations nécessaires, je tiens à en remercier. Tout est transparent, ça, Talence. Y a-t-il d'autres questions? Juste, on est pour l'ensemble des délibérations, sauf la 14, où nous serons NPPV. C'est un contrat qui existe. Hein. Oui, mais on suit ce qu'on avait déjà voté auparavant. Très bien. Monsieur Joliot. La même chose pour une question de cohérence par rapport à un vote précédent. Très bien. Et je suppose que Madame Kellier est... Pareil. Eh oui. Ben oui. Eh oui. Juste, merci pour ces votes à l'unanimité, sauf pour le responsable de communication. Je voulais quand même, au travers de la libération sur les policiers municipaux, on a parlé souvent d'Axe tout à l'heure. Je ne sais pas si le tableau ne serait pas bleu et non vert, mais c'est le respect de la promesse faite au Talancais de doubler les effectifs de la police municipale et d'arriver à un peu moins d'une 20aine d'agents sur le terrain avec des vrais retours grâce au travail de tout ce qui a été fait en matière de prévention et de sécurité. Je voulais le dire ici. Merci beaucoup à toutes et à tous. Délibération numéro 15, rapporteur Madame Madrid, adjointe déléguée aux actions innovantes de ville et à l'attractivité du territoire. Avenant à la convention de partenariat relative à l'étude prospective sur l'aménagement des espaces extérieurs du château de Breuil. L'occasion de saluer Madame Madrid. Je vais me transformer en Isabelle pour quelques secondes. Vous savez que nous avions fait un partenariat avec les partenaires cités dans cette délibération. Et donc, suite à la réalité du travail, tout simplement proposer de fixer le moment forfaitaire à 500 € et donc de pouvoir faire le recoupement en précisant que l'euro supérieur est pris en charge par la mairie de Talence. Y a-t-il des questions? Non? Pour l'unanimité, je vous remercie. Délibération numéro 16 par M. Coldefi, adjoint délégué à l'économie, à l'innovation et au développement économique. Bourse Marc Labourdette, édition 2025, lauréat. Monsieur le maire, chers collègues, bonsoir. En 2021, nous avons créé la bourse en hommage à notre ami et élu Marc Labourdette pour poursuivre l'action et le dynamisme de l'innovation des entreprises de la ville de Talence. Le 20 janvier 2025, on a renouvelé le concours pour l'année 2025 pour un total de 5 000 € fractionnels. Le jury s'est réuni le 18 février 2025 afin d'entendre les différents chefs d'entreprise et leurs projets. Après délibération, le jury a voté pour octroyer les bourses à 3 candidats. Madame Vicente Picom pour Néa Academy pour la somme de 2 000 €. Pour Monsieur Antoine Durand, Weekover, la somme de 1 500 €
et Monsieur Clément Vergnol la somme de 1 500 €. Je vous demande par conséquent de bien vouloir approuver le versement de la bourse à chacun des candidats pour un montant total de 5 000 €. Merci à vous. Merci beaucoup, en saluant et remerciant l'ensemble des membres du jury qui, effectivement, se sont réunis avec, en soutenant ces 3 projets. Des questions? Madame, je vous en prie. Oui, une question pour mieux comprendre. De quoi s'agit-il? Une plateforme équitable de location saisonnière de courte durée? Alors, Monsieur Clément Vergnol, c'est du participatif, c'est pour contrer les plateformes internationales et nationales, Airbnb, Booking, et il y a plus de rendus financiers aux saisonniers qui louent son bien en court et moyen séjour. Et nous les hébergeons à la pépinière d'entreprise. En fait, de la même façon que des initiatives voient le jour, notamment pour contrer les grands professionnels de la distribution, par exemple de restauration à domicile, ben voilà, il y a des gens qui essayent de pouvoir effectivement essayer de voir comment on peut faire quelque chose avec de façon plus juste, donc des investissements d'avenir, et par ailleurs plus responsables en matière de développement durable et d'écologie. Alors, pas d'autres questions? Les votes pour l'unanimité? Je vous remercie. Délibération numéro 17, rapporteur Monsieur Larose, conseiller municipal délégué à la jeunesse et à la vie étudiante, subvention pour la bourse TAD-l'idée. Alors, Monsieur Larose n'est pas présent ce soir, mais je vais laisser la parole à Monsieur Bénard. Très bien. Merci, Monsieur le maire, mes chers collègues. Donc, dans la délibération sur la bourse TAD-l'idée, qui, je le dirais à Alain, poursuit le dispositif tapage. Voilà. Le 11 mars 2025, nous sommes réunis et nous avons décidé une bourse de 120 € pour le projet Fanzine Simple Manifeste, avec un coup de pouce, pas un coup de boost, mais un coup de pouce de 51,45 € pour la culture et 800 € pour le festival Musicorama et un coup de pouce de culture de 200 €. Voilà. Des questions? Je n'en vois pas. Pour l'unanimité. Ah, je vous en prie, ma chère collègue. Puisque je suis là pour la poser, je me souviens dans le temps, les lauréats de cette bourse, d'abord c'était en général du collectif et pas de l'individuel. Je parle de la dernière mandature pendant laquelle j'ai siégé. Hein, vous n'étiez pas né. Hein. Du coup, là, ma question était, à l'époque, il y avait en contrepartie de cette subvention, de cette aide de la ville, des activités de communication, de dissémination un peu à mener pour que cela profite au plus grand nombre aussi. Et comme j'ai oublié de demander à mon collègue, vous me dites, c'est toujours le cas? C'est toujours le cas. Là, bon, effectivement, c'est présenté par quelques étudiants. Là, c'est deux collectifs d'étudiants, mais c'est présenté par deux ou l'autre, il y avait 3 étudiants aussi qui sont venus présenter. Mais pensez bien que, par exemple, Musicorama, qui est quand même un gros festival qui est porté par l'université et à l'INSERM, il y a énormément derrière d'étudiants qui travaillent. Donc, c'est vraiment un collectif, quoi. Et je rappelle que c'est obtenu avec un règlement qui est voté en conseil municipal, c'est-à-dire en fait que par rapport à votre question, c'est indépendamment de la date de naissance, c'est quelque chose qui est remis à jour régulièrement. Pour l'unanimité, bien, nous allons considérer que 1h43 pour un conseil, c'est d'être très sobre. Et je vais vous donner rendez-vous en vous souhaitant, avec un tout petit peu d'avance, une belle soirée à vous toutes et à vous tous. Rendez-vous pour le prochain conseil municipal qui aura lieu le lundi 19 mai. Lundi 19 mai, ici au château Peixoto à 18h. Merci, la séance est levée. S'il vous plaît, je peux poser une question? C'est fini? Bon, alors je vais venir te le dire. En fait, on aimerait avoir au moins au trimestre la date des conseils municipaux.